Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Psy Divague. Alors aujourd'hui, voilà une nouvelle thématique sur laquelle je vais vagabonder. Et pour commencer, je vais commencer par, pour démarrer, je vais vous poser deux questions. La première, c'est faites-vous attention à ce que vous mettez dans votre assiette? Est-ce que vous êtes sensible à la qualité de l'eau que vous buvez, à la qualité de l'air que vous respirez? Évidemment, je sais, vous qui me regardez, que vous avez conscience que ce que vous mangez, ce que vous buvez et respirez a un impact significatif sur votre santé en général, qu'elle soit d'ailleurs physique ou psychologique. Et donc, je me doute que vous faites attention globalement à ce que vous mettez dans votre corps. Vous faites aussi sûrement attention à la qualité de l'air que vous respirez autant que faire se peut. Heu Maintenant, est-ce que vous êtes aussi attentif à ce que vous mettez dans votre tête, à la manière dont vous nourrissez votre esprit? Puisque si votre physique a besoin d'être nourri par de la nourriture, eh ben, votre psyché, elle a aussi besoin d'être nourrie pour bien se développer et elle se nourrit d'idées et de concepts. Et comme la malbouffe va vous rendre malade, eh ben, la malbouffe intellectuelle va faire de vous une personne qui va se déliter petit à petit, qui va devenir rigide dans son mode de pensée. Et la rigidité est évidemment n'est pas un gage d'adaptation, de recherche de solutions, hein. Si je prends cette métaphore de la branche, une branche vivante, voilà, c'est difficile pour la casser. On a du mal à la casser, même si elle est fine, on va mettre du temps. Et si on la relâche, eh bien, elle va avoir tendance à reprendre sa forme. Si une branche, elle est morte, et donc elle est rigide, eh ben, il est simple de la briser, de la casser par un effort. Et donc, garder une pensée souple, une pensée qui va pouvoir s'adapter à ce qui se passe, bah, c'est gage de résilience, c'est gage d'adaptation dans la vie. C'est intéressant quand on s'intéresse aux pensées d'ailleurs aux pensées qui circulent en nous que, on a remarqué en tant que dans la psychologie en tout cas que les pensées ont tendance à se répéter d'une journée à l'autre. D'ailleurs, si vous regardez vos pensées, vous verrez que, bah, vous pensez globalement la même chose d'une journée à l'autre. Alors il n'y a pas de consensus scientifique pour déterminer le pourcentage exact de pensées qui se répètent chaque jour, mais on a plusieurs sources qui nous suggèrent avec des chiffres essentiels que c'est bien évidemment l'essentiel des pensées qui se réveillent, qui se répètent pardon, aujourd'hui par rapport à hier. On a par exemple Fred Luskin qui est un chercheur et un auteur de l'université de Stanford qui a dirigé notamment des projets sur le pardon et sur la promotion de la santé dans cette université américaine. Il estime lui qu'il y a à peu près 90% pardon des pensées que nous avons qui vont se perpétuer dans le temps. C'est un peu comme si vous aviez un jardin qui représente votre système de pensée et que chaque année, ce sont les mêmes plantes quasiment qui vont, se développer. Alors, c'est bien s'il y a des plantes utiles, mais voilà, les mauvaises herbes vont aussi revenir, elles vont même avoir tendance à proliférer et puis on sait que dans un jardin, c'est une bonne idée, de pouvoir renouveler les plantes parce que si c'est toujours les mêmes plantes, le sol va s'épuiser et donc si vous avez toujours les mêmes idées, votre psyché et votre énergie va s'épuiser. Et donc pourquoi c'est important, finalement de s'interroger sur ces pensées? Bah, pour toutes les raisons dont je viens vous parler et aussi parce qu'elles sont à la base de quasiment toute votre vie, pour pas dire toute votre vie psychologique, émotionnelle et donc aussi physique, puisque tout ça a des impacts, sur la physiologie, sur le corps. Votre système de pensée va avoir une influence sur vos comportements, sur vos choix, sur vos émotions, sur l'analyse que vous faites de ce que vous vivez, sur les décisions que vous prenez, sur vos relations aux autres, sur votre relation au monde. Et donc je vous parle de ça parce que j'avais envie que vous vous interrogiez sur la qualité de vos repas de pensée, sur la qualité de la manière dont vous nourrissez votre esprit. Et du coup, je me suis moi-même demandé qu'est-ce qui détermine un bon repas intellectuel? Je reprends, finalement cette formule à Idriss Aberkane qui parle pas mal de ça, de repas de connaissances et donc je vais parler de repas intellectuels. Évidemment les repas intellectuels, bah, se font, en regardant des vidéos par exemple, en regardant la télé, en lisant, en écoutant d'autres personnes, en écoutant la radio, voilà, en feuilletant votre journal et cetera.
Et donc vous allez, voilà, permettre à des idées d'arriver jusqu'à vous. Quand on parle des idées ou des pensées, je pense qu'il est important de distinguer le contenu de la structure des pensées, des idées que vous ingurgitez. Le contenu, c'est l'idée en elle-même. Et finalement, moi, dans ce message, je vais pas porter de jugement sur le contenu des idées. Vous pensez ce que vous voulez et tout ça me va très bien. Je crois profondément en la liberté d'expression et donc je suis pas là pour juger le contenu de ce que vous mettez dans votre esprit. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la structure, c'est-à-dire c'est ce que cette idée va générer en vous. Et donc pour moi, la malbouffe intellectuelle, elle n'est pas liée au contenu, elle est liée à la structure des idées. Et donc on va voir, ça peut être quoi les problèmes de structure dans ces repas intellectuels d'idées. Le premier problème qui me semble important, c'est le fait d'ingurgiter des idées qui font de vous des victimes. J'en ai parlé dans un autre épisode, dans l'épisode précédent d'ailleurs du Psy Divague, du fait que il y avait un mode victime dans la manière de regarder les choses. Et donc il y a des informations qui vous présentent les choses d'une manière qui vous ôte toute possibilité d'action, qui vous disent que vous pouvez rien faire par rapport à ce qui passe. Alors, elles vous le disent directement ou indirectement. Et donc, si vous ne vous nourrissez que de choses qui vous enlèvent vos capacités, qui vous font tomber dans finalement un sentiment d'impuissance, eh ben, ça va avoir des conséquences. La puissance, elle a été beaucoup étudiée par Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, qui est un psychologue de renommée internationale américain. Il a étudié ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou la résignation apprise. Donc c'est un phénomène psychologique dans lequel un individu, après avoir été exposé de manière répétée à des stimulés qui peuvent être des idées qui induisent en lui le fait qu'il n'a pas de contrôle sur ce qui arrive, sur ce qui va se passer, eh ben il va développer une croyance qu'il est impuissant et ça va avoir plusieurs conséquences. Seligman, il a fait une expérience avec des chiens. Alors on pourrait discuter aujourd'hui, ça date des années 60, avec son collègue Steven Meyer. Donc ils ont exposé des chiens à des chocs électriques et ils ont fait 3 groupes. Un groupe où il y avait une possibilité d'échappement, donc les chiens étaient placés dans un harnais et recevaient les chocs électriques et ils pouvaient arrêter ces chocs en appuyant sur un panneau qui était en face d'eux avec leur museau. Et donc avec le temps, ils apprenaient qu'ils avaient du contrôle sur l'environnement. Et donc sur les difficultés. Le deuxième groupe, il n'y avait pas d'échappement possible, donc ils étaient aussi placés dans un harnais, ces chiens, ils recevaient ces chocs électriques avec la même intensité, la même durée que le premier groupe, cependant ils n'avaient aucun moyen d'arrêter les chocs. Donc on leur apprenait que leurs actions n'avaient pas d'impact sur leur environnement, et donc qu'ils n'avaient pas de possibilité de se sortir de la situation. Et puis il y avait un groupe contrôle où les chiens étaient placés dans un harnais pour la même durée que les autres, mais ils recevaient pas de choc. Et donc, on regardait ce qui se passait pour ces chiens. Et puis, on les plaçait ensuite dans ce qu'on appelait une boîte navette. Ce qu'ils ont appelé une boîte navette, c'est une boîte qui comportait 2 compartiments séparés par une basse barrière. Et les chiens pouvaient facilement sauter par-dessus cette barrière. Le sol de l'un de ces compartiments pouvait être électrifié et l'autre partie ne l'était pas. Le test consistait à observer comment les chiens réagissaient lorsqu'ils étaient placés dans ce compartiment, où le sol allait être électrifié d'un côté. Et donc, les chiens entendaient un signal, et tout de suite, il y avait le choc électrique. Et donc, on vérifiait ce qui se passait. Donc, dans le groupe 1 et 3, qui était le groupe échappement et le groupe contrôle, les chiens, rapidement, ils voyaient qu'ils pouvaient sauter par-dessus la barrière et se réfugier de l'autre côté. Donc, ils n'étaient pas dans ce sentiment d'impuissance. Et le groupe 2, qui avait acquis que quoi qu'il se passait, ils n'avaient pas de possibilité, on voyait qu'ils restaient couchés passivement, qui gémissaient parfois lorsqu'il y avait un choc, sans essayer de sauter la barrière, qui était pourtant facilement franchissable. Et donc, Seligman et Mayer, dans cette expérience, vont conclure que les chiens vont développer une impuissance acquise, une résignation apprise, et qu'ils ne vont plus rien tenter pour échapper à ce qui se passe. Et donc, si vous abreuvez votre esprit avec des informations qui vous disent que vous n'avez pas de pouvoir, que vous ne pouvez rien faire, ou qui sont des informations sur lesquelles vous ne pouvez de toute façon pas agir,
vous allez vous retrouver dans cette situation de ces chiens. Le deuxième problème de la structure, sont les informations qui génèrent de la peur et de l'angoisse. Un bon repas intellectuel doit vous rendre plus libre, plus autonome, et donc moins sujet à la peur. La peur, c'est un véritable poison sur le plan psychologique, surtout lorsqu'elle devient chronique. Et donc, les effets de la peur sur la santé sont bien connus. On a la dépression, les difficultés cognitives, les problèmes de mémoire, les problèmes de prise de décision, les pulsions de bouffe, cette fois physique, l'isolement social, donc c'est pas glorieux. Et donc, si vous nourrissez votre esprit avec des informations qui amènent de la peur, vous vous retrouvez avec tous ces problèmes avec le temps. Donc, je vous invite à vous interroger sur le niveau de peur des informations qui arrivent jusqu'à vous. Et le dernier problème de structure des pensées, sont les informations qui ne vous apportent rien de nouveau, pas de choix supplémentaires. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et confortable de se rassurer par rapport à ce qu'on sait déjà. Pourtant, il est bon d'explorer de nouvelles terres intellectuelles afin de ne pas rentrer dans des patterns de pensée trop rigides, un peu comme je le parlais tout à l'heure sur cette branche qui est rigide et qu'on peut casser facilement. Plus vous serez souple et plus vous serez équilibré et solide en toutes circonstances et beaucoup moins gêné par ce que vous vivez. Alors, pensez à ce que vous regardez à la télé, sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les livres, avec les personnes avec qui ranger, avec qui vous discutez. Est-ce que ça vous rend libre et autonome? Est-ce que ça génère de la possibilité, ou au contraire, est-ce que ça vous angoisse ou ça vous rend impuissant? Et donc voilà, je laisse ça à votre réflexion et je vais terminer ici. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du Psy Divague.